Dans le bureau du shérif de Volusia, les recrues ne parlent que d'elle. Comment une femme si fine a-t-elle pu commettre un tel acte? D'accord, elle est clairement perdue. Mais à ce point, appuyé sur le mur du couloir, un officier sue à grosses gouttes sous son uniforme. Dire qu'il y a quelques semaines, il était chez elle. Les volets étaient tirés, la porte d'entrée verrouillée. Et en une seconde, sa vie aurait pu prendre fin. Comme un démon qui se manifeste dès que l'on prononce son nom, la suspecte apparaît. Menottée, la femme de 41 ans est escortée par 2 agents. Et pile au moment où elle passe devant lui, elle s'arrête. À travers sa frange, la femme fixe l'officier. Et lentement, elle lui murmure « Vous auriez dû rentrer chez moi le premier jour. Vous auriez pu arrêter cela et empêcher qu'on en arrive là. » D'un coup sec, l'un des policiers qui l'accompagne la pousse en avant. La scène n'a duré que quelques secondes. Et pourtant, elle a suffi à instaurer la peur dans l'esprit de la jeune recrue. Lui aussi aurait pu finir en pot-au-feu. Assis derrière son bureau, l'homme fulmine. Bien que la climatisation tourne à fond, sa chemise est baignée de sueur. Ce n'est pas tant la chaleur finalement. Cela fait déjà plusieurs années qu'il vit à Deltona Beach dans l'état de Floride. À force, son corps s'est habitué à la chaleur extrême de la région. Non, ce qui le met dans cet état, c'est le client qu'il a à l'autre bout du fil. L'homme est furax. Pourquoi est-ce que l'entreprise Blue Diamond Limousine lui annonce à la dernière minute que son chauffeur n'est pas disponible ? Comment ça, il est possible que son véhicule soit en retard? Le touriste vide son sac dans les oreilles du gérant d'entreprise. S'il est venu à Deltona Beach, c'est pour la plage et le circuit international de vitesse de Daytona. Et maintenant, parce que Blue Diamond Limousine n'est pas capable de tenir ses engagements, ses vacances démarrent mal. Le gérant essaie de garder son calme. Encore une fois, il s'excuse. Malheureusement, il n'a aucune idée d'où est passé son chauffeur originel. Il sait, le client voulait le très populaire James Schaeffer. Mais voilà, James n'est pas là. Et au lieu qu'il annule son déplacement, n'est-il pas préférable qu'il se fasse conduire par un autre chauffeur? La discussion est animée, très animée. Mais finalement, le client finit par accepter. Le gérant raccroche. Immédiatement, il s'affale sur le dossier de son fauteuil en cuir. James Schaeffer lui a fait un vrai coup bas. Maintenant, c'est lui qui en paye les pots cassés. Et c'est d'autant plus bizarre que ce n'est pas dans ses habitudes. Au Blue Diamond Limousine de Deltona Beach, James Schaeffer est le chauffeur qui tient toujours ses promesses. Il est correct avec tous les membres du staff et respecte ses engagements. Avec les clients, il a toujours le petit mot qui fait sourire. Et c'est la raison qui pousse nombre d'entre eux à vouloir ce chauffeur précisément et pas un autre. La veille, James avait accepté cette course. Où est-ce qu'il est passé? Alors qu'il s'interroge sur l'emplacement de son meilleur employé, le téléphone sonne. Cette fois, ce n'est pas un client mécontent, mais la conversation à venir ne sera pas réellement plus agréable pour le gérant de l'entreprise. C'est Candy, celle qui partage la vie de James depuis déjà 10 ans. Ensemble, ils ont 3 enfants et vivent dans un appartement situé au milieu du quartier de Horseshoe Terrace. Quand il entend la voix de Candy, le patron aperçoit le bout du tunnel. Enfin, il va avoir des explications. À sa grande surprise, Candy est aussi perdue que lui. Elle non plus ne sait pas où est James. D'ailleurs, si elle appelle, c'est pour savoir s'il n'a pas enchaîné les courses et oublié de la prévenir. Les deux sont dans la confusion la plus complète. Chez elle, Candy sent son cœur se serrer. Et quand le patron de son mari raccroche, elle éclate en sanglots. James, ça fait 10 ans qu'elle le connaît. Leur relation a connu des hauts et des bas, mais elle a toujours pu compter sur lui. Quand elle fait sa rencontre, Candy élève seule un fils né d'une précédente union. Mais ça, cela ne fait pas peur au ténébreux James. À vrai dire, il n'est pas de ceux qui craignent les défis. Né le 3 août 1976 à Lancaster, en Pennsylvanie, James a une mentalité de conquérant. Du moins, c'est ce que disent ses parents, Mary et Thomas Schaeffer. En soirée, le couple raconte à tout le monde à quel point James est tenace. Tout petit, James Schaeffer se passionne pour le baseball. Alors même qu'il est haut comme 3 pommes, le petit James travaille son lancer pendant des heures. À chaque fois que Mary et Thomas racontent cette histoire,
En arrière-fond, Kristen et Andrew lèvent les yeux au ciel. Kristen et Andrew sont respectivement la sœur et le frère de James. Cette histoire, ils l'ont entendue des centaines de fois. Et à chaque fois, leurs parents en font des tonnes. Même si cette situation met parfois James mal à l'aise, il sait qu'il a de la chance. Sa famille l'adore et se tient à ses côtés en toutes circonstances. C'est pourquoi l'une des choses les plus difficiles qu'il fera, c'est de la quitter. En 2007, James Schaeffer quitte son Lancaster natal et s'installe à Deltona Beach, dans l'État de Floride. C'est là qu'il fait la rencontre de Candy, et les choses vont vite. James et Candy trouvent la maison idéale à Horseshoe Terrace. Ils accueillent ensuite 3 enfants, 2 garçons et une fille. Pour faire vivre tout ce beau monde, en plus de toucher quelques dollars d'allocation familiale, James travaille comme chauffeur chez Blue Diamond Limousine. D'habitude, quand il n'est pas à la maison, il est au travail, et vice-versa. C'est pourquoi, quand son patron lui dit ne pas avoir de ses nouvelles, Candy sait que quelque chose cloche. La vie de son époux est réglée comme une horloge suisse, et il ne déroge jamais à la règle. En dernier recours, elle appelle Thomas Schaeffer, le père de James. Les deux sont très proches. Peut-être qu'il a une réponse à lui donner. Cependant, du côté des parents de James, c'est aussi le mystère complet. Depuis plus de 24 heures, personne n'a vu James Schaeffer. Et il n'en faut pas plus pour le père de famille. Thomas Schaeffer contacte immédiatement la police. Très vite, une patrouille est envoyée chez Candy. Candy sait que c'est la procédure. Cependant, elle ne peut pas s'empêcher de trembloter. En fait, c'est juste que la présence des policiers rend réelle l'absence de celui qu'elle aime. Un agent la tire de sa torpeur qui l'a fait stopper ses explications en plein milieu. Candy se reprend et livre sa version des faits. La dernière fois qu'elle a vu James, c'était le mardi 2 avril 2013. Les enfants étant couchés, il profite pour passer un peu de temps à deux. Là, entre 2 câlins, James lui dit avoir une course à faire. Il doit récupérer des clients à Kissimmee et les amener à Tampa. En empruntant l'autoroute, il en a pour 1h15. Ensuite, il compte rouler durant 1h40, le temps de faire le chemin retour pour rentrer à Deltona Beach depuis la destination des clients. Normalement, si tout se passe comme prévu, il sera de retour en pleine nuit du mercredi 3 avril 2013, vers 3h du matin. Puisque James est chauffeur de limousine, ses horaires ne sont pas inhabituels. Il y a beaucoup de riches personnes qui sollicitent des services à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ces gens voyagent beaucoup. Ils prennent des avions à n'importe quelle heure. Et un service de limousine se doit donc d'être opérationnel n'importe quand pour ne manquer aucun client. C'est un peu embêtant, mais cet inconvénient est contrebalancé par un meilleur taux horaire en termes de salaire. Candy comprend évidemment cette situation. Les deux se font la bise et James sort de chez lui. Depuis, Candy et les enfants ne l'ont plus vu. À ce stade, la police sait que le soir du 2 avril 2013, James était encore en vie. La question qui se pose naturellement est de savoir s'il est bien arrivé au Blue Diamond Limousine. Peut-être que sur le chemin, il a croisé la route d'un criminel particulièrement agressif, qu'il a fait un accident et qu'il est à l'hôpital, ou qu'il a décidé de fuir, tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que Candy n'est pas la dernière personne à avoir vu James en vie. Au Blue Diamond Limousine, un autre témoin se présente. Il s'agit de l'un des mécaniciens de l'entreprise. Le 3 avril 2013, le mécano somnole dans la salle du personnel. La nuit a été longue et, honnêtement, personne n'a besoin de lui. Il peut bien en profiter pour recharger un peu ses batteries. Tout à coup, l'homme sent qu'on lui tapote l'épaule. La première fois, il se contente de grogner en tournant la tête de l'autre côté, en pensant que cela fait passer le message. Mais la personne insiste. Frustré, il ouvre lentement les yeux et décoche son plus mauvais regard. James Schaeffer se tient face à lui. Le chauffeur vient tout juste de rentrer de Tampa. Arrivé à l'agence, il se rappelle qu'une autre limousine a un souci mécanique. Il lui demande alors d'aller vérifier le moteur, surtout qu'il a une autre course prévue dans quelques heures. Le mécano souffle longuement et se redresse péniblement. On ne peut plus dormir sur son lieu de travail. Où va le monde ? Toujours à moitié endormi, il regarde sa montre. La petite aiguille affiche 3h du matin. Et ça, il s'en rappelle parfaitement, malgré la brume qui embaume son esprit à cet instant. James et le mécanicien avancent vers les voitures. Le mécano va vers celle en panne, James vers la limousine qu'il conduisait. Et c'est là qu'un véhicule se gare juste à côté de James.
À cause de la faible luminosité, le mécanicien ne distingue pas le modèle, la couleur ou autre. En revanche, il remarque que les feux sont éteints et que les vitres sont teintées. Arrivé à la hauteur de James, la voiture ralentit. Une voix demande au chauffeur de monter. James s'exécute. Mais attention, tout ça sans aucune animosité. C'est comme s'il était monté dans le véhicule d'un ami, ou en tout cas une personne qu'il connaît très bien. Le mécanicien insiste sur le fait que James n'avait pas l'air d'avoir peur ou d'être en danger. C'est comme s'il connaissait la personne et lui faisait confiance. Après lui, plus personne n'aperçoit James. Qui était cet individu? Où est allé James? Pourquoi est-il monté dans une voiture à 3 heures du matin? Voilà des questions très intrigantes qui vont toutes trouver une réponse. Le mercredi 3 avril 2013, James Schaefer se volatilise. La dernière fois qu'il a été vu, il montait dans une voiture absolument impossible à identifier. Et depuis, plus rien. À défaut de faire parler les témoins, la police se décide à interroger les archives. Et là, les agents partent sur une autre hypothèse. James serait parti de son plein gré. De loin, James Schaefer semble pourtant avoir une vie parfaite. Il loue une belle maison, il a une famille adorable, et au travail, c'est une superstar. Ça, c'est si l'on s'arrête à la surface. En grattant un peu, les enquêteurs se rendent compte que la vie de James Schaefer part en lambeaux. James est accro au jeu d'argent. C'est un élément très important. Dès qu'il a quelques dollars, il s'en sert pour parier. Comme tous les addicts, il est convaincu de voir des signes et d'avoir la formule pour décrocher le gros lot. Bien entendu, cela ne fonctionne pas. Et au fil des années, James devient incapable de payer ses factures. Mais là encore, cela ne l'arrête pas. Convaincu qu'il est juste dans une mauvaise phase, qu'il va pouvoir se refaire et même mieux encore, James emprunte pour jouer. Il presse son père comme un citron. Il demande des sous à sa sœur et à son frère. Dans la foulée, il contracte des crédits bancaires qu'il est absolument incapable de rembourser. Il glisse vers un cercle très vicieux. En 2013, James Schaefer doit tellement d'argent à tellement de monde qu'il vit de manière insalubre. Dans la maison sur Horseshoe Terrace, ça fait plusieurs mois que Candy et les enfants n'ont plus d'eau courante. Pour boire, se laver ou faire la lessive, ils puisent de l'eau au robinet des voisins. La détresse de la famille à cause de l'addiction de James atteint des sommets, et même la maison. Depuis plusieurs mois, James a arrêté de payer le loyer. Sur la table basse du salon, les menaces d'expulsion s'empilent. Financièrement, James Schaefer est dans de sales draps. Ses dettes sont colossales et ses revenus assez maigres en comparaison avec la montagne d'argent qu'il doit. Chaque mois, la sécurité sociale américaine lui verse 1230 $. Il a aussi des missions ponctuelles en tant que chauffeur de limousine, mais cela ne suffit clairement pas. Et si James Schaefer avait tout simplement décidé de fuir, de recommencer à zéro sous une nouvelle identité, loin de tout et sans aucune dette? Ce ne serait pas la première fois que les policiers seraient confrontés à ce genre de cas. Cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Des gens disparaissent en espérant laisser leurs problèmes loin derrière eux. Cette théorie est d'autant plus plausible que le supposé disparu envoie un SMS à Candy. « Je me cache de quelqu'un, mais je vais bien. » Malgré les relances de sa compagne, après ça, James Schaefer ne dit plus rien. Pour les policiers, un scénario commence doucement à se dessiner. Pour continuer à jouer, James emprunte de l'argent à la mauvaise personne, un usurier. Sauf que cette fois, ses promesses non tenues ne suffisent pas. L'individu veut son argent, ainsi que les intérêts exorbitants qui vont avec. Et James sent qu'il est prêt à tout pour le récupérer. Totalement paniqué, il s'enfuit. Plus les enquêteurs creusent, plus ils sont convaincus d'être sur la bonne piste. Et quand l'enquête de voisinage les mène sur le pas de la porte d'Angela Stolt, ils se disent « bingo ». Angela, c'est la voisine parfaite. Oubliez les mégères qui passent leur journée à espionner les voisins et colporter des rumeurs. Angela, elle, est un vrai rayon de soleil. Sûrement est-ce quelque chose qu'elle a gardé de son pays de naissance, la Thaïlande.
Bien que 100% américaine, Angela Stolt pousse son premier cri à Bangkok en avril 1972. Son père est membre de l'US Air Force, l'armée de l'air américaine. Il est assigné sur une base thaïlandaise, pendant que sa mère s'occupe du foyer. Durant son enfance, Angela bouge beaucoup. Au gré des affectations de leur père, Angela et sa sœur doivent plier bagages et dire au revoir à leurs amis très fréquemment. Cette instabilité est difficile à vivre pour la petite Angela. À chaque fois, elle pleure pendant de longues heures avant de se murer dans une fausse indifférence. En 1987, enfin, la famille Stolt devient sédentaire. Fini les affectations sur les bases étrangères. Après des années à être ballottés de tous les côtés du globe, l'État de Géorgie devient leur foyer. Malheureusement, Angela porte en elle les blessures d'une vie en perpétuel mouvement. À seulement 15 ans, l'adolescente est rongée par l'anxiété et la dépression. Dans son nouveau collège, elle imagine être le centre des moqueries. Dans la rue, elle est anxieuse à l'idée qu'un potentiel malheur lui tombe dessus. Et même quand elle reçoit une bonne nouvelle, Angela se dit qu'il s'agit du signe avant-coureur d'une catastrophe. Pour faire court, Angela voit tout en gris. Du moins, jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune garçon. Il a 3 ans de plus qu'elle, et immédiatement, c'est l'amour fou. L'adolescente abandonne le lycée et se marie avec celui qu'elle croit être l'homme de sa vie. À 15 et 18 ans, les deux époux décident de quitter la Géorgie. Le prochain chapitre de leur vie s'écrira à Deltona Beach, dans l'état ensoleillé de Floride. Malheureusement, après 5 ans, les deux tourtereaux se séparent. Selon Angela, son époux est un homme abusif, qui l'empêche de voir sa famille et ses amis. Les deux décident de prendre chacun leur route de leur côté. Presque immédiatement, Angela bondit dans une autre relation. À 20 ans, elle se marie une seconde fois. 3 ans plus tard, le duo divorce et Angela accouche d'un petit garçon. Là encore, elle assure que cette séparation vient du caractère contrôlant de ce second mari. À 25 ans, rebelote. Cette fois, elle est enceinte d'une fille quand elle se marie pour la 3e fois. Et enfin, les choses semblent aller mieux. Pour repartir sur de bonnes bases, les nouveaux mariés posent leurs valises à Horshut Race. C'est là qu'un jour, Angela fait la rencontre de James et Candy Schaeffer. Les trois deviennent copains comme cochons. Angela est très proche du couple. Plusieurs fois par semaine, ils se retrouvent pour discuter autour d'un verre pendant que les enfants jouent. Angela n'a pas peur de se confier à eux. Elle leur raconte toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Son enfance, détruite par les mutations de son père, son abandon scolaire, ses 2 premiers mariages. Et en 2011, quand elle demande le divorce après 14 ans d'union, James et Candy sont les premiers à en être informés. D'après Angela, son mari est un homme toxique, comme les 2 précédents. Décidément, elle n'a pas de chance. Il l'empêche de voir ses amis, sa famille ou autres. En résumé, il l'isole pour la contrôler. Il la rabaisse constamment et l'agresse mentalement. Bref, depuis 14 ans, loin des regards, Angela vit un cauchemar réveillé. Suite au divorce, la jeune femme retrouve sa liberté. Seulement, elle perd aussi une grande partie de ses revenus. Angela est libre, mais fauchée comme jamais. Et vraiment fauchée. Tellement que James lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Vu à quel point James et Angela sont proches, elle sait qu'il est criblé de dettes également. Angela sait aussi que les créanciers frappent à la porte de James matin, midi et soir. Ce n'est pas un secret et, jusque-là, rien de nouveau. Par conséquent, James a une idée. Chaque mois, la sécurité sociale lui verse 1230 $. Sauf que, dès que l'argent apparaît sur son compte, la banque saisit tout ce qu'elle peut, c'est-à-dire l'intégralité de la somme. Son idée est simple. Désormais, c'est Angela qui recevra ses allocations. Ainsi, ses débiteurs ne pourront plus mettre la main sur son argent. Et pour ce service, chaque mois, il donnera 100 $ à Angela. Juste au cas où, pour éviter tout débordement, le compte appartiendra aux deux. C'est juste que le premier nom à s'afficher sera celui d'Angela. Ainsi, l'un comme l'autre pourront retirer des fonds dessus. Tout ça, la police l'apprend de la bouche d'Angela Stolt. Quand il frappe à sa porte, Angela les attend. Bien sûr qu'elle sait que James a disparu. Candy l'en a informé dès qu'elle a commencé à s'inquiéter. Et pour savoir s'il n'y avait pas de motif financier, Angela a jeté un coup d'œil à leur compte joint. Personne n'y a touché. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Bonne, parce qu'il est toujours terrible de voir un compte bancaire vidé par un malfrat. Mauvaise, parce que cela conduit les policiers dans une impasse. Vraiment, à ce stade, les agents sont totalement coincés. Par manque d'indices, ils reviennent plusieurs fois chez Angela. Et un jour, ils entrent même chez la femme de 41 ans. Comment dire ? Angela vit dans un véritable dépotoir. Ce qui surprend un peu les inspecteurs qui ne s'attendaient pas à une telle ambiance chez cette femme. La maison sent mauvais. Il y a des piles d'ordures absolument partout. De la nourriture se décompose dans presque tous les coins. Quand l'officier pense qu'Angela vit ici avec son fils de 18 ans et sa fille de 16 ans, il a un haut le cœur. Mais voilà, ne pas avoir de notion d'hygiène n'est pas un crime. Et surtout, il est là parce qu'Angela a du nouveau. Il y a quelques jours, elle a reçu un SMS de la part de James. « Je n'en peux plus. Prends tout. Garde l'argent pour toi. » Quand il lit le message, l'officier reste aussi impassible qu'il le peut. James disparaît. Angela reçoit un SMS lui disant de garder tout l'argent. Quel heureux hasard. La conversation va se poursuivre au commissariat. Et là-bas, Angela n'en finit pas de surprendre les policiers. Après leur première visite, elle a vu James. Un jour, alors qu'elle se tourne les pouces, quelqu'un frappe à sa porte. Elle ouvre et la surprise est immense. Angela découvre James sur le pas de sa porte. Sans perdre de temps, son voisin lui demande de l'argent. Angela lui explique qu'elle n'a rien. James se tourne et disparaît sans dire un mot. Angela a beau le supplier de rentrer chez lui, l'homme prend la fuite. Toujours par manque de preuves, les policiers la laissent partir. Angela leur promet de les recontacter si elle revoit James. Le dimanche 21 avril 2013, effectivement, le commissariat reçoit un appel concernant le cas Schaeffer. Mais à l'autre bout du fil, ce n'est pas Angela, mais April Rich. Et qui est cette femme ? Le dimanche 21 avril 2013, les policiers de Daytona Beach reçoivent un coup de téléphone qui relance leur enquête sur la disparition de James Schaeffer, un père de famille accro aux jeux d'argent et qui s'est littéralement volatilisé. À l'autre bout de la ligne, c'est April Rich. Et le monde de cette femme s'écroule d'après ce qu'elle raconte. Elle pensait juste avoir à passer un repas en famille tranquillement. Ses parents avaient fait le voyage depuis la Géorgie. Les 2 enfants d'Angela étaient de la partie. Et comme pour les féliciter de s'être réunis, le soleil brillait haut dans le ciel. Et puis, ça. Un crime, un meurtre de sang-froid et de la mutilation de cadavres. April s'affaisse sur le mur de la véranda. Lentement, elle glisse jusqu'à être assise à même le sol. Angela a toujours été un peu lunatique, mais à ce point, même pour sa sœur, c'est trop. Entre 2 discussions, Angela lui a confessé un crime. J'ai versé du Flexeril dans sa vodka pour le droguer. Et dès qu'il s'est évanoui, je l'ai étranglé avec une corde en PVC avant de lui planter un pic à glace dans les 2 yeux. La pièce est devenue complètement silencieuse. Maintenant, ils en sont là. Les parents Stolt sont sous le choc. Angela serre ses 2 enfants dans ses bras en pleurant. Et elle se demande si oui ou non, elle compose le 911. Finalement, son sens de la justice l'emporte. Le dimanche 21 avril, April Rich appelle les autorités. Malgré le chaos qui anime son esprit, elle fait l'effort de rester calme. Ce qui n'est pas le cas du tout d'Angela, qui est complètement hystérique. Dans sa main, la quarantenaire tient des pilules. Quand elle ne menace pas de mettre fin à ses jours, elle pleure en tenant ses enfants. Clairement, Angela est en pleine crise émotionnelle. Face aux agents hébétés arrivés sur les lieux, elle répète ses propos. Elle a tué James Schaeffer avant de le découper et de le cuisiner. Tant bien que mal, les policiers parviennent à calmer Angela. Ils la conduisent immédiatement au commissariat ensuite. Après une évaluation psychiatrique manifestement nécessaire, Angela est jugée saine d'esprit. Il est temps que commence l'interrogatoire. Et la femme a des choses à dire. Accroupie sur une chaise en métal, Angela regarde l'enquêteur qui se tient face à elle. Il veut des réponses, elle va lui en donner. Le mercredi 3 avril 2013, une part d'Angela disparaît. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire un poisson d'avril. Et puis, les choses ont dérapé. Angela et James sont amis. Mais James n'est pas le type de personne avec lequel il faut traiter d'affaires d'argent. Angela s'en aperçoit seulement après qu'ils aient un compte joint. Initialement,
Seule Angela est censée retirer des fonds dessus. Sauf que James a besoin de financer son addiction. Alors, plus d'une fois, il dépasse le plafond de retrait, contractant des microcrédits. Aux États-Unis, la capacité d'emprunt est fixée par ce que l'on appelle le credit score, ou le score de crédit en français. En résumé, plus vous empruntez en remboursant dans les délais, plus votre score est bon. Vous êtes donc une personne de confiance, quelqu'un à qui on peut prêter de l'argent parce qu'elle rembourse. En revanche, si vous avez un mauvais historique bancaire, suite à des retards de paiement par exemple, votre score de crédit est faible. Par conséquent, les banques vous prêtent moins d'argent, et le fonds a des taux plus élevés aussi. Et vu que le nom d'Angela est le nom principal sur ce compte, tous ces dépassements lui portent préjudice, et uniquement à elle. Tout ça, elle le dit à James. À chaque fois, il lui promet que c'est juste une exception. Et ensuite, il recommence. Sans aucune gêne, James va toujours plus loin. Il demande à Angela de convaincre son père, à elle, de lui prêter, à lui, 4000 $. Avec cette somme, il pourra rembourser ses dettes, payer son loyer et en finir avec la misère. Pour la convaincre, il est même prêt à fournir une garantie. Si le père d'Angela a peur, James peut mettre la carte grise de son pick-up à son nom. Alors que James expose son plan, Angela se retient de l'insulter. Son père est mourant, il le sait. Mais son unique problème, c'est de lui emprunter 4000 $. Pour elle, c'est la goutte de trop. Il est temps qu'il comprenne ce qu'on ressent quand quelqu'un se paie sa tête. Le mercredi 3 avril 2013, vers 3h du matin, Angela récupère James sur son lieu de travail. C'est elle que le mécanicien aperçoit alors qu'il répare une autre limousine. Sur la banquette arrière, ses deux enfants discutent de tout et de rien. James, lui, prend place sur le siège avant. Tout ce petit monde se rend chez Angela. Et immédiatement, les deux enfants vont se coucher une fois arrivés. Pour James et Angela, c'est le début de la fête. Angela sort des verres. Sur la table, elle dépose une bouteille de vodka et une autre de schnapps saveur pêche. Au fil des verres, les deux amis se mettent à rigoler. Et là, d'après Angela, James ajoute volontairement du Flexeril dans son verre de vodka. Le Flexeril est un relaxant musculaire qui provoque de la somnolence, surtout quand il est mélangé à de l'alcool. Il a été prescrit au père d'Angela et Angela en a pris une boîte. Elle regarde James écraser les pilules, les mettre dans son verre et boire le tout. Puis, plus rien. À 5h du matin, Angela annonce à James que son père a dit oui pour l'argent. Il faut juste aller le voir pour le récupérer. James et Angela montent en voiture. Toujours au volant, la femme roule jusqu'au cimetière local et se gare sous un arbre. Elle coupe le moteur, se tourne vers James et le regarde alors droit dans les yeux. C'est là qu'elle lui avoue toute la vérité. Il n'aura pas les 4000 $. Elle n'a pas demandé l'argent à son père et n'a pas l'intention de le faire. Exploitée depuis trop longtemps, Angela hurle sa rage. Son irresponsabilité financière la met dans les problèmes. Elle est plus pauvre qu'avant. Et James la coupe net. Pour se mettre à l'insulter, loin de s'arrêter là, il se jette sur elle et essaie de l'étrangler. Angela lutte pour sa vie. Pour trouver de quoi se défendre, elle passe sa main à l'arrière de son siège. Coup de bol, sa main droite attrape un pic à glace. Sans même réfléchir, Angela le lui plante dans l'œil gauche. James hurle de douleur, mais resserre sa prise. Il serre son cou de plus en plus fort. La femme n'a plus que quelques secondes avant de s'évanouir et de mourir. Toujours en tâtonnant, à l'arrière de son siège, Angela trouve une corde. Rapidement, elle la passe autour du cou de James. Angela dépose ses pieds sur les épaules de celui-ci et serre aussi fort qu'elle peut. Dans la bataille, l'un de ses pieds glisse. Angela s'en sert pour taper une fois de plus sur le pic à glace. Ensuite, elle le retire et le plante dans l'autre œil. D'après ses propres mots, c'est pour être sûr qu'il soit mort. La suite est absolument horrible. Pourtant, on a déjà atteint des sommets niveau horreur. Angela emballe la tête de James dans du plastique pour ne pas salir sa voiture. Puis, elle rentre chez elle. Dans son garage, elle trouve une piscine gonflable stockée dans un coin. Toute la journée, alors que ses enfants sont dans la maison. Elle découpe le corps de James avec une hachette et un couteau. Pour se débarrasser du corps, elle met une jambe dans un four et fait bouillir d'autres morceaux dans des marmites. Le souci, c'est que l'odeur attire sa fille de 16 ans. Angela lui répond alors que ce n'est rien.
Juste un rat qui s'est coincé dans le four. Elle ne l'a pas vu et a allumé l'appareil. Par conséquent, le rat brûle et son odeur empeste la cuisine. L'adolescente fait une grimace et repart dans sa chambre. Angela ouvre les fenêtres pour faire sortir l'odeur. Cela ne marche pas. Cuisiner un corps humain est plus difficile qu'à la télé. Si elle se débarrasse de James comme ça, elle va se faire prendre. Allongée au salon, elle réfléchit. Tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Ce sont des policiers. Alors même que le corps en morceaux de James est encore chez elle, Angela détaille aux agents leur belle amitié. Personne ne se doute de rien à cet instant. L'odeur est déjà partie et les policiers ne sont pas entrés. Cependant, quand elle referme sa porte, Angela sait qu'elle doit vite se débarrasser du corps de James. Elle échafaude alors un plan absolument machiavélique. Elle met les morceaux du corps dans des sacs poubelles. Sans état d'âme, elle réquisitionne son fils de 18 ans pour cette tâche. Elle lui dit avoir cogné un cerf la veille. La pauvre bête était salement amochée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de l'abattre et de la découper. Pendant plusieurs heures, mère et fils jettent les sacs poubelles dans les forêts entourant la ville. Et c'est tout. Selon Angela, c'est ainsi que se sont passées les dernières heures de James Schaefer. Sauf qu'il y a un petit souci. Les enquêteurs ne la croient pas du tout. D'accord, elle admet beaucoup de vérité. Des éléments de son histoire sont tout à fait logiques et correspondent dans la chronologie établie par les enquêteurs. Mais en même temps, Angela tord les faits pour se présenter en victime. Elle hurle à l'autodéfense, tandis que les preuves, elles, pointent vers un meurtre de sang-froid. Est-ce qu'Angela et ses enfants ont récupéré James à son travail? Les policiers pensent que oui, même si c'est étonnant à 3 heures du matin. Est-ce qu'ils sont tous rentrés chez Angela? Encore une fois, c'est très probable. En revanche, les versions diffèrent à partir du moment où Angela et James se mettent à boire. Lorsqu'elle appelle la police, April Rich est très claire. Sa sœur dit avoir drogué James en se servant du médicament de leur père. Le malheureux ne savait pas qu'elle avait glissé quelque chose dans son verre. Et quand il a commencé à avoir la tête qui tourne, elle l'a fait monter en voiture. Quand Angela confesse son crime à sa famille, elle dit qu'il était dans les vapes au moment où elle le poignarde et l'étrangle. Et cette version est beaucoup plus cohérente que celle donnée par Angela. Pourquoi James aurait ingéré une drogue lui-même à ce moment alors que, visiblement, ce n'est pas une pratique habituelle pour lui? Cela ne colle pas. Dans la salle d'interrogatoire, l'inspecteur demande à Angela de rejouer la scène de son agression. Et comment dire? C'est très peu plausible. Plus encore, lorsqu'on sait qu'au moment des faits, Angela et James étaient à l'avant dans l'habitacle de la voiture. Avec le levier de vitesse, le volant, le tableau de bord, faire de tels gestes aurait été très difficile. Angela explique être parvenue à étrangler James alors que lui-même était en train d'essayer de l'étrangler. Le coup de pic à glace ne l'aurait pas fait lâcher prise, malgré un œil crevé. C'est une scène de film d'action qu'a décrit la femme, pas la réalité. Pour les enquêteurs, la confession faite par Angela à sa famille est correcte. Et non seulement elle a tué James Schaefer de sang-froid, mais elle a aussi planifié son meurtre. S'ils en sont aussi sûrs, c'est parce que plusieurs heures avant d'aller chercher James, Angela se rend à Walmart. Là, elle achète des gants, du plastique et un pic à glace. Dans son ordinateur, les policiers trouvent aussi un dossier appelé Yumi Gore. À l'intérieur, ils voient des photos de corps mutilés, comme si Angela cherchait l'inspiration. Tout ça fait que le mardi 23 avril 2013, Angela Stolt est inculpée pour meurtre au second degré. Après avoir poussé l'enquête et avoir collecté d'autres preuves, le chef d'accusation est modifié. Désormais, on parle de meurtre au premier degré, avec préméditation donc, de dissimulation de preuves et de profanation de cadavres. Le 5 décembre 2014, Angela Stolt est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Grâce au témoignage d'Angela, la police a pu retrouver plusieurs sacs poubelles contenant les restes de James. Malheureusement, ni la tête, ni le torse n'ont pu être localisés. Sans doute des animaux sauvages qui les ont trouvés avant la police.
Voici pour cette affaire atroce, franchement. Si vous êtes arrivé jusque-là malgré tout, écrivez argent en commentaire. Et si vous avez aimé que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.